Mesdames et messieurs, bonjour. Encore une fois, merci de suivre votre émission Objection. Objection a le plaisir de recevoir ce dimanche Madame Aminatou Touré. Madame Touré, encore une fois, merci de revenir une seconde fois à l'émission Objection. C'est un plaisir de vous y accueillir. Plaisir partagé, Monsieur Gueye. Je salue tous les auditeurs et toutes les auditrices de Sud FM. Le référendum. Les militaires et paramilitaires ont anticipé. La problématique reste entière, c'est le taux de participation. Au regard justement des premiers votants, c'est par compte-gouttes, la crainte vous habite. Oui, mais enfin bon, les corps habillés ont quand même, disons, une nature particulière comparée au reste de la population. Et de toute façon, la campagne vient de s'ouvrir aujourd'hui. Je la souhaite calme et apaisée. Et ce sera notre rôle, nous, les partisans et militants du oui, voilà, d'aller convaincre nos concitoyens de la portée historique de ce référendum du 20 mars 2016. Ce n'est pas tous les jours qu'on change des dispositions constitutionnelles. Ces changements, ces 15 points, comme on en parle, vont... maintenant. Oui, pas du tout, puisqu'il s'agit de supprimer pour de bon le quinquennat. C'est pour ça que ceux qui appellent à voter le non ne sont pas très logiques, puisque je rappelle que le président de la République, dans son programme Yoonu Yokkute déjà, parlait et s'engageait pour la réduction du septennat pour un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois. Ici le procédé pourrait gêner. Non, la question qui a été engagée, c'est l'applicabilité au mandat en cours. Il l'avait souhaité, il l'avait réaffirmé à plusieurs mesures. Le Conseil constitutionnel en a décidé autrement, en statuant pour dire que la rétroactivité n'était pas possible. Mais qu'à cela ne tienne, à partir du 20 mars, tout candidat à l'élection présidentielle devra faire un mandat de 5 ans renouvelable une fois. C'est une avancée importante, Bayoumar, parce que si vous suivez les événements récents en Afrique, vous voyez que beaucoup de pays, ou de chefs d'État africains, essayent de faire sauter le verrou voilà, du nombre de mandats, alors que le changement qui est proposé, c'est de blinder le mandat à 5 ans renouvelable une seule fois. C'est quand même une avancée importante. Oui, 7 ou 5 ans, c'est selon le problème. La question elle est posée, les électeurs répondront au soir du 20 mars. Mais d'abord sur le procédé, je dis bien sur le procédé, parce que quand un homme face à un peuple dit tout le temps oui, je vais respecter mon engagement, et qu'à l'arrivée ça n'a pas été le cas, l'argument avancé c'est la décision, l'avis du Conseil constitutionnel. Justement, l'entendement par les populations a posé problème. C'est ce qui justement pose le oui et ou le non. Alors, il faut bien expliquer cela. Le président de la République, je l'ai dit, est un convaincu du quinquennat. C'était au niveau de son programme Yoonu Yokkute. Il a souhaité que ce quinquennat s'applique à son mandat en cours. Dans une république, vous avez des institutions qui fonctionnent et il est important que ces institutions soient respectées, notamment par celui qui en est le premier garant. C'est le président de la République. Il a suivi ce que la Constitution lui demandait, lui exigeait même de faire, c'est-à-dire saisir le Conseil constitutionnel, ce qu'il a fait. Il a proposé ces 15 points de réforme. Le Conseil constitutionnel lui a donné une décision, lui disant que c'était très bien. Sur les 15 points, vous pouvez aller à la consultation des Sénégalais directement. Seulement, sur la réduction du mandat, il faudra que votre mandat de 7 ans, pour lequel disons, vous êtes engagé, se termine en 2019. Et à partir de 2019, tous les mandats seront de 5 ans. Moi, j'estime que le président de la République ne peut faire que respecter une décision d'une institution aussi importante que le Conseil constitutionnel, qui, je le rappelle, statue sur la constitutionnalité des lois. Il pouvait contourner en passant à l'Assemblée nationale. Mais justement, c'est important de comprendre pourquoi on va vers le référendum. Le président de la République a une majorité très confortable à l'Assemblée nationale. Il aurait pu faire passer tous les projets qu'il aurait souhaité. Mais justement, il veut consulter les Sénégalais, parce qu'il considère que ces 15 points de réforme, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler en détail, sont très importants pour l'approfondissement de la démocratie. Donc allons directement consulter les Sénégalais. Ce qui est un exercice risqué d'ailleurs, somme toute, parce que nous n'avons aucune garantie d'un triomphe du oui ou du non.
alors qu'à l'Assemblée nationale, voilà, le jeu était gagné d'avance. C'est dire que c'est une conviction. On n'est pas dans des manœuvres politiciennes. Aujourd'hui, ce qui est proposé en termes de changement va dans le sens, j'en suis convaincu, de l'approfondissement d'une démocratie. Mais le principe de la parole donnée. La parole donnée a été respectée, Bayouma. Je ne vois pas ce que le président de la République n'a pas fait qu'il aurait dû faire. Le président de la République s'est engagé. Il a, dans sa proposition de réforme, mis l'applicabilité du quinquennat à son mandat en cours. Je considère que même si c'est un avis ou décision, je pense qu'on chicane sur des termes, même l'avis, si c'était un avis, le président devrait respecter l'avis du Conseil. Les Sénégalais trancheront, Madame le ministre, les Sénégalais trancheront cette question au soir du 20 mars. Mais je voudrais, si vous permettez, dire que il y a des choses qui ne sont pas possibles. Vous ne pouvez pas aller consulter les Sénégalais pour leur demander est-ce que le Sénégal devrait devenir un royaume. Vous ne pouvez pas le faire. Le problème, donc tout n'est pas, disons, à mettre dans un référendum. Et la décision du Conseil constitutionnel dit exactement cela. Il n'est pas possible d'appliquer rétroactivement une réduction du mandat. Par conséquent, cette question ne peut pas être soumise à consultation référendaire. Par contre, tous les autres points, la réduction en tant que telle sera soumise aux Sénégalais et ils comprendront bien que c'est une avancée démocratique que de passer de mandats de 7 ans à des mandats de 5 ans. Parce que j'estime que 2 fois 5 ans, c'est largement suffisant pour un président de la République pour implanter ses programmes. Ils comprendront, ou bien dites-vous, les Sénégalais apprécieront. Alors, Madame le ministre, une autre question par rapport à ce référendum. En perspective de ce 20 mars, s'ouvre déjà la campagne. Alors, de ce point de vue, vous faites partie du camp du oui. Aujourd'hui, le référendum a une connotation, justement, un remake des locales. Avez-vous l'impression que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas, parce que c'est une consultation de nature tout à fait différente. D'abord, vous n'avez pas de liste nominative, donc il n'y a pas cette charge émotionnelle. Par contre, l'enjeu est extrêmement important. Il a une portée historique. C'est autour de ça. Voilà, il a une portée historique. Et vous êtes à Dakar aussi? Oui, je suis à Dakar, mais le vote de Dakar est aussi important que le vote de Kédougou, que le vote de Saint-Louis. Vous avez un challenge personnel, vous, dans ce vote? Nous avons un challenge... Vous, personnellement? Oui, parce que je suis engagé, bien sûr. On est tous engagés. Que représente ce référendum? Vous, Aminata Touré, après avoir perdu Dakar lors des dernières locales, le référendum, que représente-t-il véritablement pour vous? Alors, Bayouma, je pense qu'il faut qu'en politique, on se détache des intérêts et des avis personnels. Je pense que cette question, elle est une question citoyenne pour l'essentiel. Il s'agit de dispositions mais également politiques. Oui, bien sûr, parce que cela passe par un canal politique. Toute consultation directe aux électeurs a un caractère politique. Mais les questions sont des questions citoyennes. Personne ne va aller siéger à une assemblée nationale ou à un conseil municipal. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de réformes qui vont nous toucher directement, mais qui vont toucher nos enfants et nos petits-enfants. C'est là le caractère historique. Mais qui va peut-être déterminer aussi votre avenir politique. Oui, ça, on pourra en parler. Mais pour l'instant, il s'agit, à notre avis, d'expliquer à nos concitoyens la nature des réformes. Pourquoi est-ce qu'on les... On va y arriver, ne vous en faites pas. Le minutage est calibré. Alors, de ce point de vue, toujours dans la première partie de l'émission, pour rappeler à nos auditeurs, c'est avec Madame Aminata Touré, ancienne Premier ministre. Madame, parlez-nous un peu de l'enjeu du référendum à Dakar. Dakar, quoi qu'on puisse dire, c'est la capitale, comme d'autres capitales du reste, mais Dakar a un symbole particulier dans ce référendum. Tel que c'est parti, avec les différentes forces qui compétissent à Dakar, que représente cette région, cette capitale? Mais comme vous l'avez dit, c'est la capitale du pays. Vous avez l'intelligentsia qui se réveille essentiellement à Dakar. C'est ici que sont les institutions du pays. Donc ça a toujours un caractère amplificateur. Mais il faut aussi rester réaliste. Hein. Dakar n'est pas le Sénégal. Hein, ça également, il faut bien le Dakar préciser. est Dakar, mais Dakar n'est pas le Sénégal. Oui. Du tout. Ceci étant dit, c'est une bataille importante parce qu'à Dakar, vous avez certainement un niveau d'éducation plus élevé qu'à l'intérieur du pays. Et justement, il faut expliquer aux Dakarois pourquoi aujourd'hui il est important d'aller dans le sens d'un approfondissement positif de notre démocratie. En général, les capitales restent conservatrices, c'est-à-dire que justement les grandes ruptures viennent de Dakar.
Avez-vous l'impression qu'après avoir raté les locales, Dakar peut être récupéré? Tel que c'est parti, on entend oui et non, oui ou non. Quel est l'écho qui vous parvient? Justement, je reviens à ce que je disais. C'est une consultation différente. Hein. Là, il s'agit justement d'expliquer. C'est une campagne d'explication. Dakar est réceptive. Je pense qu'elle est. Je pense que Dakar est réceptive. Dakar sait faire. Les Dakarois savent faire la différence chaque fois que le contexte est particulier. C'est une capitale rebelle, mais c'est également une capitale qui comprend les enjeux historiques et qui a toujours répondu au rendez-vous de notre histoire. En général, on parle de l'utilisation de l'argent dans les campagnes d'achat de conscience. De votre point de vue, par rapport à justement au démarrage de la campagne, c'est pas votre cas, vous? Non. Je pense qu'il y a beaucoup également de fantasmes. Et de la coalition présidentielle. On parle d'utilisation de l'argent dans la banlieue. Ah bon, vous n'avez pas senti? Non, absolument pas. Et vous savez, les Sénégalais et l'électeur sénégalais a dépassé ce stade d'achat de conscience primaire, hein, comme on en a connu il y a 15-20 ans. C'est fini ça. Les gens à la limite, bon, ils récupéreront votre argent, mais le jour du vote, ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Et je ne pense pas du tout que ce soit le cas. L'enjeu, fondamentalement, Bayoumar, pour cette consultation, c'est d'expliquer et de convaincre. Et c'est à cela que nous allons nous atteler. Nous avons d'ailleurs commencé la campagne aujourd'hui. Vous avez déjà commencé la campagne. Beaucoup disent que oui, votre adversaire, je parlais du camp du non, vous a devancé par rapport à l'opinion. Est-ce que vous l'avez senti et que vous vous êtes rattrapé avec juste depuis la déclaration du chef de l'État et maintenant, est-ce que vous avez vite justement résorbé ce déficit? Si déficit il y a. Vous savez, évidemment, quand on est dans l'opposition, voilà, on peut se permettre d'émettre des avis qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses. C'est pour le regretter d'ailleurs. Vous avez été devancé quand même sur ce plan-là. Pas nécessairement devancé. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a quand même eu une campagne de désinformation, pour être très cordial, pour ne pas dire d'intoxication. Pourquoi? Comment vous pouvez l'expliquer? Parce que par manque d'arguments. Il est difficile d'aller à l'encontre d'avancées démocratiques et de regarder les Sénégalais dans les yeux et leur dire ne votez pas pour une avancée démocratique. L'opposition ou les partisans du non ont préféré avoir des arguments sur l'éthique et d'autres en liant la question de la laïcité à celle de l'homosexualité, tout en sachant que ça n'avait absolument rien à voir avec la réalité des choses. Et ça c'est un signe de faiblesse fondamentalement. Je le prends comme tel. Et les Sénégalais, comme je le dis encore une fois, sont quand même ont un niveau de conscience qui leur permet de faire la différence entre la graine et l'ivraie. Entre la graine et l'ivraie, mais au sein même de la coalition présidentielle, beaucoup de vos alliés vous ont quitté. Alors, de ce point de vue, comment avez-vous appréhendé cette question normale, difficile, le départ de certains de vos alliés sur la même question, c'est-à-dire le référendum? Mais Bayoumar, combien d'alliés nous ont quittés? Vous parlez mais de précisément, oui, pour ce la Benno Bokk Yakaar est resté entier. Et ça, je pense qu'il faut le saluer. Lesquels? Oui, mais vous avez Cheikh Bamba Dièye qui vous a quitté. Vous avez oui, il a quitté bien avant le gouvernement. Certains ont quitté lorsqu'ils ont quitté le gouvernement. Ça, c'est aussi une particularité au Sénégal. Vous bénéficiez de la confiance du président de la République. Tout marche, tout baigne. Dès qu'il y a un décret qui vous démet, tout est noir, tout est mauvais. Ça, c'est assez particulier au Sénégal et je le regrette d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous, les journalistes, il vous arrive parfois également de trouver que ceux qui étaient là, qui bénéficient de la confiance quand ils partent, deviennent des héros. Je ne le pense pas. Mais ce que je veux dire fondamentalement, si vous regardez Benno Bokk Yakaar, c'est quand même un tour de force que cette coalition soit restée intacte depuis 4 ans. Que le président chemine avec Benno Bokk Yakaar. Je vous rappelle ce qui s'est passé en 2000. Hein, ça n'a pas tenu 12 mois, je crois. Et ça procède aussi de la volonté du président d'avoir une gouvernance ouverte, avec des alliés qu'il respecte et qui le respectent, et c'est avec eux que nous allons faire le référendum. Bien sûr, il y a eu des consultations internes aux différents partis. Les partis également fonctionnent de manière démocratique. Mais à l'arrivée, l'ensemble de Benno Bokk Yakaar se retrouvera en campagne pour le oui. Oui, mais justement, dans cette même cabine, 2 de vos alliés, je parlais du PIT, de la LD, ont parlé d'un déficit de communication.
par rapport justement au fonctionnement au sein de la coalition présidentielle. Avez-vous l'impression qu'il y a un déficit de communication entre les différents alliés? Mais vous savez, c'est toujours pas simple. Le président de la République, il est également le président de la coalition. Oui. Mais il passe l'essentiel de son temps à gérer le pays. Nous sommes un pays qui fait face à beaucoup de défis. Il est beaucoup sur le terrain. Mais sur le cas précis, national. Donc il y a certainement des améliorations à apporter. Oui. Ça c'est clair, il n'y a pas de doute. Oui. Mais l'essentiel, Bayoumar, c'est que l'ensemble de la coalition va aller ensemble. Voilà, battre campagne pour le oui. Hier, le comité exécutif a été installé avec la plupart des leaders, qui sont d'ailleurs déjà sur le terrain. Et c'est un tour de force, encore une fois. Parce qu'en 4 ans, la coalition, une coalition, c'est un organe qui vit. Hein. Vous avez de petites, comme dans une famille, de petites querelles par-ci par-là. Mais lorsque les grands moments importants arrivent, sont devant nous, comme un seul homme, comme une seule femme, la coalition se retrouve sur le terrain. Oui, se retrouve sur le terrain, mais quand même reconnaissez quelque part que justement cette déclaration du chef de l'État a également mis justement certaines coalitions, certains partis aussi dans une situation difficile. Mais c'est ça l'exercice de la démocratie aussi. Vous n'avez pas une unanimité même au sein de votre propre famille. Je suis sûr que vous avez des opinions différentes. L'essentiel, c'est à l'arrivée. À l'arrivée, nous avons l'ensemble de Benno Bokk Yakaar qui appelle à voter oui massivement et qui s'engage après des débats internes qui se sont passés à l'intérieur des partis. Oui, comme le Parti socialiste. Allons-y réellement, c'est regrettable, non? Oui, c'est une affaire interne. C'est une affaire interne au Parti socialiste. S'il faut remonter l'origine, à qui imputer cette responsabilité? Vous, le leader, le secrétaire général du Parti socialiste? De loin, bien sûr. Mais ce que je connais de cette affaire, parce qu'il faut se référer quand même aux déclarations officielles des partis, le Parti socialiste, son bureau politique a largement, dans l'écrasante majorité, appelé à voter oui. Ça, c'est la vous l'avez suivi aussi. Oui, pour le regretter d'ailleurs. Pour le regretter. Oui, pour le regretter. Parce que notre démocratie a dépassé ce stade-là où on s'exprime par la violence. Je le regrette. Et l'ensemble des Sénégalais le regrettent. Et j'apporte d'ailleurs par la même occasion mon soutien au secrétaire général du Parti socialiste. Évidemment. Mais oui, parce que c'est un allié. C'est un allié qui est engagé avec nous auprès du président de la République au sein de Benno Bokk Yakaar et qui est déjà sur le terrain. Ne craignez-vous pas justement l'effet contraire, le vote sanction? Je ne le pense pas du tout. Non, je pense que nous irons à la rencontre des Sénégalais. Nous sommes déjà sur le terrain. Nous avons une stratégie vraiment de proximité. Nous irons rencontrer les gens chez eux. Nous leur demandons d'ailleurs pardon d'avance parce que nous aurons l'impression d'arriver parfois sans être attendus, mais pour leur expliquer la portée encore une fois historique de ce référendum qui va dans le sens de l'approfondissement de la démocratie. Venons-en justement sur ce projet révisionnel. Je sais que vous êtes pressé d'en parler. Venons-en et parlons justement de ce contenu. Et vous l'avez dit, vous êtes au contact des populations, des citoyens, des potentiels électeurs. Eux aussi, ils le sont. Ils vont aussi au contact des populations. Alors, Madame Aminata Touré, véritablement, qu'est-ce qui vous différencie de l'autre camp, le camp du non? Parce que, tout simplement, je vais vous dire pourquoi on dit oui. On dit oui essentiellement au blindage, je l'appelle comme ça, parce que c'est une image du mandat, du quinquennat renouvelable une fois. Alors, dire non, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on veut continuer à avoir un mandat de 7 ans. Je ne le pense pas. Je ne pense pas que cela aille dans le sens de la respiration démocratique mondiale. Et ça, il faut reconnaître au président de la République quand même cette qualité. Il n'aurait rien fait, il aurait eu 2 mandats de 7 ans. Aujourd'hui, on dit on ne peut faire qu'un seul mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et pour lui, ce sera ce mandat en cours et le suivant. Ça aussi, il faut le clarifier parce qu'il y a une forme de désinformation qui voudrait faire croire que... Mais la disposition est arrivée bien tard, hein? Non, pour préciser. Non, mais ça c'est parce que c'était une évidence. C'était une évidence. Vous voyez bien le président Macky Sall faire plus de 2 mandats? Absolument pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut dire oui, à mon avis. Deuxièmement, lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale, on lui donne des pouvoirs renforcés pour contrôler le gouvernement, pour plus d'efficacité au profit des populations. Il faudrait dire non? Mais évidemment qu'il faut dire oui.
Parce que l'Assemblée nationale, c'est la représentation populaire. C'est par là que les revendications, les aspirations des populations sont exprimées à travers les députés. Si on renforce ce pouvoir-là, moi j'ai la conviction que le gouvernement sera plus efficace, l'administration sera plus efficace. Donc il faut dire oui. Lorsqu'il s'agit de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, la diaspora, qui apportent dans le pays plus que toute l'aide publique au développement, ce n'est que justice que de leur consacrer, de leur dédier des députés. Mais si je le salue, je dis oui, je ne dirais pas non. Ce serait une injustice en direction de nos concitoyens. Et ça, c'est très avant-gardiste dans le contexte africain. Lorsqu'on dit qu'on va aujourd'hui donner la possibilité à un citoyen de saisir le Conseil constitutionnel, aller jusqu'au Conseil constitutionnel pour réclamer le respect de ses droits constitutionnels. En tant que militante des droits humains, je trouve que c'est une avancée extraordinaire. Les nouveaux droits, on en a d'ailleurs profité pour faire beaucoup de d'intoxication plutôt, en disant que bon, c'est des droits qui pourraient mener à l'homosexualité, alors que la position... Il n'y a aucun lien. Absolument. Quelle garantie? Mais parce que c'est dit dans le texte, le droit à un environnement sain, c'est comme ça que c'est écrit. Nouveau droit, 2 points, droit à un environnement sain. J'espère que tous les Sénégalais ont quand même le droit d'avoir un environnement sain. Notamment, moi, là où je milite, Grand Yoff, ou alors au niveau de beaucoup de localités, virgule, et droit à la gestion des ressources naturelles. C'est-à-dire que les populations qui sont, par exemple, à Sabodola, à travers leur représentation, que ce soit le conseil municipal ou le conseil départemental, auront plus de droits de décision sur les ressources. Ce ne sera pas seulement des négociations entre les compagnies minières et l'État. Mais je dis oui à cela. Ça n'aurait pas de sens de dire non. Ce serait de priver les populations d'un droit qui est fondamental pour la promotion de leur niveau de vie. Lorsqu'on dit qu'il va falloir renforcer les capacités du Conseil constitutionnel pour qu'il puisse statuer sur la constitutionnalité des lois et des décrets, mais c'est important. On s'assurera que toutes les lois qui sont prises dans ce pays sont conformes à la Constitution. Mais ça, je ne vois pas comment on peut s'opposer à une telle disposition. Lorsqu'on vous dit qu'on va aller vers le statut du chef de l'opposition, et là où c'est paradoxal, pour le camp du non, qui est dans l'opposition, on donne à celui qui a le plus de suffrages au sein de l'opposition une dignité institutionnelle. Disons un statut, tout simplement. Oui, mais je dis une dignité institutionnelle. Ça fait porter sa voix. Et là, l'opposition dit non. Pour moi, ça ne fait pas beaucoup de sens. Évidemment. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, lorsque vous discutez, ils vous disent, mais je ne comprends pas. Parce que généralement, on essaye d'affaiblir son opposition et le président veut lui donner un statut. Mais ça va dans le sens du renforcement de cette démocratie dont on parle. Il en reste encore. Oui, mais la démocratie, c'est une quête perpétuelle. Oui. Non, je dis qu'il en reste sur votre liste des 15 points. On peut continuer. Vous avez le Haut Conseil des collectivités locales. Justement. Ça s'appelle Haut Conseil des collectivités territoriales. Je vais vous expliquer la pertinence de ce Haut Conseil. Nous avons aujourd'hui 557 communes qui sont de tailles différentes, de démocraties différentes, de ressources différentes. Parce qu'il y a une universalisation des communes. Aujourd'hui, il est important que ces communes dialoguent entre elles. Il est important que les départements dialoguent entre elles, pas forcément au sein de l'espace géographique. Il va falloir, opérationnaliser le concept de l'intercommunalité. Il y aura la territorialité, mais ça pouvait s'exercer dans le cadre, par exemple, de l'association des maires. Ah non, c'est pas. On peut parler d'une association. Là, on parle d'un conseil qui va avoir une dignité beaucoup plus élevée, qui va avoir une autorité beaucoup plus élevée, qui va pouvoir. C'est pas une autre façon de faire revenir le Sénat? Non, parce que les maires et les présidents de conseils départementaux, qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'ils sont partis des collectivités territoriales. Ils ne sont pas dans l'association, dans l'AMS. C'est tout ça qu'il faut mettre ensemble et définir des politiques qui font du sens dans des pôles territoires. Mais ça, c'est le travail du corps. C'est un travail extrêmement important, Bayouma. Parce que moi, j'estime que le développement, c'est pas seulement. Oui, mais pas nécessairement. C'est également à partir de ces collectivités. Pas nécessairement le justifier par la mise en place d'un conseil. Mais je pense que c'est un outil extrêmement important qui figurait, encore une fois, dans le programme Yoonu Yokkute et dans la proposition de la Commission nationale de réforme des institutions. Ça également, c'est un point que je voudrais apporter. La plupart des propositions du président de la République figurent
dans la proposition de la CNRI. Oui, mais le défaut de consultation populaire par rapport justement à ces propositions. Alors, on peut s'arrêter un moment. Oui. La CNRI, si vous avez suivi son programme de travail, a procédé à de nombreuses consultations citoyennes sur ces points précisément. Peut-être que ce n'était pas à la télé, mais ils sont allés dans l'ensemble des régions, dans les 45 départements. Ils ont discuté avec les associations de jeunes, de femmes, les imams, les délégués de quartier. C'est une véritable consultation qui s'est faite. Et ce sont ces points-là que le président de la République a retenus dans la réforme. Donc, je ne suis pas d'accord parce qu'on dit qu'il n'y a pas eu de concertation. Non, mais dans le sens d'une révision. Mais là-bas, c'est un projet de nouvelle constitution. Mais le président a considéré... On va aller plus loin. Oui. Et d'ailleurs, Mamadou Ndoye LD parlait d'insuffisance, justement, mais pas de contradiction à ce niveau. C'est insuffisant par rapport à la forte demande issue des assises et de la CNRI. Vous savez, oui, les assises, c'est très bien, mais entre-temps, il y a eu des élections présidentielles et il y a un candidat parmi les 13 qui a été élu. Qui a signé. Il y a un président qui a gagné ces élections et il s'appelle le président Macky Sall, qui exerce les pouvoirs que lui donne la Constitution. Il a, justement, parce qu'il était partie prenante des assises, demandé à la Commission nationale de réforme des institutions de réfléchir sur les réformes fondamentales pour le pays. Et il a retenu ce qu'il considérait comme étant les réformes pertinentes du moment. Il y a des points qu'il n'a pas retenus parce qu'il n'était pas d'accord et parce qu'il considère que le Sénégal n'est pas peut-être arrivé à ce niveau de maturité politique. Mais encore une fois, Bayoumar, les 15 points retenus figurent dans les propositions de la Commission nationale de réforme des institutions. Ça, on l'a peut-être pas dit suffisamment, mais voilà d'où elles viennent. Ces propositions ont fait l'objet de consultations citoyennes, mais après le 20 mars, c'est ça le plus important. Ces consultations devront continuer, parce que ce sont des principes. Tout ce que j'ai évoqué tout de suite, ce sont des principes qui seront au niveau de la Constitution. La Constitution ne va pas dans les détails. Oui, mais qui aurait aussi, Madame le ministre, concédez-moi ça, gagnerait beaucoup plus de force à concilier avec l'opposition, discuter avec l'opposition sur justement ces propositions. Ça n'a pas été fait. Bayoumar, le président de la République, et je peux vous citer le nombre de fois où il a fait un appel à la discussion et au dialogue à l'opposition. Mais sur ce point, ça a été fait. Sur l'ensemble des réformes, ça a commencé depuis la réforme sur la décentration, sur l'acte 3. Seulement l'opposition vous dit, comme préalable, il faut libérer Karim Wade. Mais c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Mais l'opposition, elle est diversifiée. En tout cas, c'était la réponse qui a été apportée de manière constante. On le lui concède, c'est son droit d'avoir une position. Mais c'est deux choses qui n'ont rien à voir. L'affaire Karim Wade a été jugée par la justice, qui est indépendante. Le président fait des réformes. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Donc, il n'y a pas eu un déficit, en tout cas, venant du président de la République, appelant l'opposition à venir dialoguer sur ces réformes essentielles. Alors, maintenant, on ira au niveau des citoyens pour trancher ce débat. Mais Madame le ministre, il y a un problème, c'est le contexte. On a parlé du référendum, l'historique, on a parlé également de la coalition, on a parlé aussi justement du contenu de ces réformes. Aujourd'hui, le contexte, le champ social est en ébullition. Il y a les syndicalistes qui sont dans la rue, pour beaucoup d'ailleurs, et convergent leurs forces. Dans un tel contexte, appeler les Sénégalais à un référendum n'est pas risqué? Non, parce que vous savez... Contre vous, bien sûr. Oui, la démocratie, c'est un exercice dynamique. Voilà, il faudra apprendre à vivre différemment. Je crois que ceux qui gouvernaient il y a 20 ans, doivent être heureux de ce qu'ils ont vécu. Je crois que la gouvernance, désormais, sera beaucoup plus, je ne veux pas dire turbulente, mais dynamique. C'est ça, c'est ce que aussi la démocratie a généré, comme droit d'expression, etc. Donc, que vous reculez ou que vous le teniez le 20 mars, cette dynamique va rester. Et je pense qu'il faut qu'on tranche cette question et qu'on travaille aussi, Bayoumar. On ne peut pas être en campagne parce que la demande, elle est constante, elle est permanente, cette demande des centrales syndicales. Oui, c'est parce que c'est le non-respect des engagements du gouvernement, justement, qui fait qu'on est arrivé à cette situation. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement à respecter ses engagements? Alors, d'abord, il y a des engagements qui n'ont pas été pris par le gouvernement en cours.
Mais comme il y a une continuité de l'État, oui, bon, ça, vous le savez très bien, vous avez été Premier ministre. Oui, mais c'est une formule simple, mais compliquée à mettre en œuvre. Quand votre prédécesseur a pris des engagements qui étaient insoutenables, bon, sous le prétexte de la continuité de l'État, il faut essayer de tenir. Mais, fondamentalement, il faut qu'on comprenne que le Sénégal, on a du pétrole en perspective, mais on l'a pas encore en termes de recettes. Donc, nous sommes limités par les recettes fiscales dont nous disposons, et on ne peut donner que ce qu'on a. Ça rend justement les discussions parfois difficiles. En plus, il y a des choix à faire, fondamentalement. Il y a, moi j'ai été enfant de fonctionnaire, hein, donc j'ai été nourri par les salaires de la fonction publique, jusqu'à un certain moment. Il y a 120 000 à peu près fonctionnaires sur 14 millions de Sénégalais. Mais nous avons une masse salariale qui représente quasiment la moitié de nos ressources en termes d'équité, et pourtant nous sommes égaux en droit comme citoyens. Donc voilà les arbitrages qu'il faut faire, et il faudra aller vers de plus en plus de dialogue avec ces centrales pour qu'on comprenne que nous sommes dans un espace commun qui s'appelle la République du Sénégal, et qu'il faut arbitrer entre les différents droits et les différents intérêts. Et pour cela, il est important également que les autres Sénégalais soient servis, entre guillemets. C'est toute l'idée d'avoir le plan d'urgence de développement communautaire. On est au 21e siècle et on a encore beaucoup de nos concitoyens qui n'ont pas accès à l'eau courante, qui n'ont pas accès au minimum vital, qui n'ont pas accès à la santé. Mais ils ont droit également de recevoir. Mais justement, oui, on va être beaucoup plus précis. L'essentiel de ces engagements ont été signés aussi. Le président de la République, Macky Sall, en rencontrant les centrales, justement, avait pris l'engagement de respecter justement ces points-là. Mais ça n'a pas été le cas par la suite, ou bien du moins jusqu'à présent. Mais voilà, parce qu'on est dans un... Parce que vous savez, l'État, c'est des prévisions. Oui. Il arrive que les prévisions fiscales ne soient peut-être pas réalisées. Même au niveau du chef d'État? Le chef d'État, il a sa volonté. Celui qui discute, c'est le ministre de la fonction publique, le ministre des Finances. Mais il les avait rencontrés à la présidence aussi. Mais c'est des discussions permanentes. C'est des discussions permanentes. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas pour ces raisons qu'il ne faut pas aller au référendum. Parce que ça pose une question, la question que je viens d'évoquer. C'est le partage des ressources nationales entre toutes les franges de la population. L'ensemble des ressources nationales ne peut pas être seulement consacré aux fonctionnaires. Je sais que ce n'est pas une position très populaire, mais je l'assume. Il va falloir que, y compris dans notre culture revendicative, mais qu'on soit plus réaliste pour accompagner justement cette solidarité nationale. Je prends deux secteurs sensibles, le secteur de l'éducation et le secteur des télécoms. La Sonatel, il y a un problème avec France Télécom, la souveraineté économique. Justement, quel est l'entendement que vous faites de cette problématique, la souveraineté économique, au vu justement du fonctionnement de notre économie avec la présence justement des capitaux étrangers au sein de l'appareil économique? Ça ne vous inquiète pas aujourd'hui? Votre parcours et votre itinéraire? Je suis fondamentalement patriote, je pense. Je pense que les intérêts du Sénégal passent avant tout. France Télécom n'est pas assez gênante. Mais il faut comprendre. D'abord, ce n'est pas notre régime qui a vendu la Sonatel. Première chose. On a hérité de ce qui est là. Mais votre arrivée a suscité autant d'espoir aussi pour corriger. Oui, Bayomar, mais je vais y arriver. Nous avons besoin d'investissement étranger. Il faut aussi qu'on le comprenne. D'investissement étranger direct. Oui, les Sénégalais le comprennent. Le Sénégal, nous ne sommes pas encore un pays pétrolier. Mais dans quelle proportion? Dans quelle proportion? Mais d'abord, il faut évaluer le poids de notre secteur privé. Notre secteur privé... Il est faible. Il a besoin d'être accompagné. Le poids est faible. Je ne dirais pas qu'il est faible. Non, il est faible, il faut le reconnaître. Oui. Alors, s'il est faible et vous voulez impulser une croissance, mais il vous faudra forcément une arrivée de capital étranger. C'est pour ça qu'on essaye de faire des progrès dans le doing business pour attirer l'investissement international. Et ça, tous les pays le font, y compris les États-Unis, la Chine. Je vous rappelle le développement de la Chine. Ça a commencé comment? Par l'arrivée massive d'investissements étrangers, occidentaux, massifs. Les Chinois en ont profité pour acquérir des connaissances technologiques, ensuite développer leur propre groupe et s'imposer elle-même, la Chine, comme puissance internationale.
Ça, aucun pays ne peut y échapper. Donc il ne faudrait pas également qu'on soit dans un lyrisme patriotique qui ferait croire qu'on n'a pas besoin de l'argent des autres. Mais il faut clarifier. Besoin de l'argent des choses. Oui. Maintenant, ce dont il est question, c'est que les entreprises qui sont là doivent également contribuer à la consolidation du secteur privé national. Et des décisions ont été prises. Vous savez, il y a une loi sur le partenariat public-privé qui a été signée à l'Assemblée nationale. Une loi extrêmement importante. Il faudrait qu'on revienne là-dessus. Qui précise, mais vraiment précisément, excusez-moi du pléonasme, que tout investissement devrait accorder une part à hauteur de 25% au secteur privé. Mais ça, c'est important. Sans oublier la question de la commande publique, les 15% promis pour les artisans et autres. Mais comme je vous dis, non, on va aborder la question de la commande publique. C'est dire que parfois, même lorsque cette possibilité existe, il n'y a pas forcément un secteur privé qui peut mobiliser autant de ressources. Donc je pense qu'il faut accompagner le secteur privé. Il faut justement mettre des mécanismes de financement, parce que c'est ça aussi la difficulté que le secteur privé a. C'est tout ce qui se fait à travers le FONSIS, le FONGIP, la BNDE, c'est ça l'idée. Mais également favoriser surtout un partenariat, pas seulement public-privé, gouvernement privé, mais privé-privé. J'y crois beaucoup. Ce qu'on appelle le B2B, business to business. Donc ça, je pense que c'est également important. Maintenant, parallèlement, il y a la commande publique qui représente à peu près 700 milliards. Il est important que cette commande publique aille majoritairement vers nos petites et moyennes entreprises. C'est ce qui mettrait du cash dans l'économie, etc. Et le gouvernement y travaille. Le gouvernement y travaille. On va arriver justement à la troisième partie de cette émission. C'est par rapport justement à votre itinéraire. Madame le ministre, on vous voit aussi vous activer sous l'angle de la gente féminine. Aujourd'hui, justement, on est sorti du 8 mars et également, on vous sent beaucoup plus proche de cette gente. Est-ce que c'est par militantisme? Est-ce que c'est par vocation politique? Par rapport à un électorat qui est là, mais au regard aussi de ces deux composantes jeunes, femmes, en perspective justement du référendum, un appel du pied. On vous a senti trop l'appel au 8 mars, on a vu votre publication, un article que vous avez publié. On voit aussi de plus en plus avec votre association pour les élèves scientifiques, beaucoup plus les appeler à aller sur cette filière-là. Pourquoi finalement? D'abord, pour ce qui concerne les femmes, c'est clair que j'appartiens à cette catégorie. à cette catégorie, c'est clair, et je m'y identifie. Et elle est majoritaire. Ça, il faut aussi le dire. En démocratie, c'est le plus grand nombre qui décide. Et je voudrais donc les inciter à justement exercer leur droit de citoyenne, comme tout le monde. Je les y encourage parce que je pense que elle est vulnérable, cette catégorie. Elle est vulnérable. Elle est vulnérable. La femme rurale. Absolument. Elle donne la vie en perdant la vie. Absolument. Elle est heurtée à cette grande problématique de l'accès à des soins de santé de qualité, l'accès justement au crédit, l'accès justement à l'emploi. Effectivement, je ne peux pas terminer cette liste. Alors, mais face à je pense que la Fédération des associations féminines du Sénégal devrait vous prendre comme ambassadeur. Parce que effectivement, ces questions-là sont extrêmement importantes. C'est pour ça également que je m'engage à leur côté, pour que ces questions qui sont des questions de droit, moi j'estime que ce n'est pas normal qu'on meure en couche au XXIe siècle. Et c'est tout le sens aussi du programme. Et quand vous regardez les statistiques, c'est encore le cas au Sénégal, malheureusement. On est un pays en voie de développement, mais il y a des mesures. Et pour tous les programmes, je vous donne la féminisation du sida, presque toutes les pathologies, elles sont vulnérables. Oui, on a fait quand même des progrès, Omar, parce que il y a des progrès et il y a des décisions qui ont été prises depuis 4 ans. Par exemple, une des raisons essentielles de la mortalité maternelle, également parmi d'autres, c'est l'absence, Mais la progression est très lente. Je veux dire que la progression, elle est vraiment lente à ce niveau. Elle évolue. Je vais vous dire là où on a avancé très rapidement, c'est la scolarisation des filles. Au primaire, c'est autant de filles que de garçons. Les statistiques au secondaire sont également jusqu'en 3e les mêmes. Ensuite, il y a les considérations culturelles qui font que les filles se marient jeunes, etc. Mais on avance. Moi, à l'échelle de ma vie, j'ai vu beaucoup de progrès. Et c'est pour ça que je me fais aussi je fais toujours le plaidoyer. Il y a la parité. Et je m'intéresse à l'ensemble de la population sénégalaise. C'est clair, oui. Il y a également les jeunes. Les jeunes, c'est une... Elle plonge dans une promiscuité, pour ne pas dire un sous-emploi extraordinaire. Ça, c'est une question mondiale.
l'emploi. Oui, mais spécifiquement au Sénégal aussi. Voilà, Le Sénégal fait partie sortez dans les rues. Le Sénégal fait partie du monde et il y a des initiatives qui sont en train d'être prises. D'ailleurs, chaque fois que vous entendrez un grand programme qui est, disons, développé par le président de la République, je prends l'agriculture. C'est vrai que la question de l'autosuffisance alimentaire est essentielle, mais elle a également un double objectif qui est celui de l'emploi des jeunes pour l'essentiel, parce que c'est un secteur qui peut absorber un très grand nombre, disons, de jeunes, avec la modernisation des projets, voilà, par exemple les DAC, les domaines agricoles communautaires, etc. Donc, ce sont des initiatives qui prennent un peu de temps pour arriver à maturation, mais il y a également la question qui précède l'emploi, c'est la formation, où il faut remarquer une réorientation des priorités depuis 4 ans, en valorisant la formation professionnelle, avec la construction de lycées professionnels, pour que les jeunes qui n'ont pas tous vocation à aller à l'université. Ça également, c'est un problème de notre système scolaire. Il faudrait, si on arrive en 3e et qu'on a envie de gagner de l'argent parce qu'on veut aider sa famille tout de suite, ou on ne se sent pas forcément l'envie de poursuivre de longues études, qu'on peut sortir avec un CAP, chaudronnerie, métallurgie et trouver de l'emploi. Ainsi de suite, jusqu'au relever le défi c'est un changement qui est en train de se faire dans la politique de l'éducation relever nationale. Le défi justement de l'adéquation formation-emploi. Alors, on va terminer par la politique. Justement, le référendum, c'est ce 20 mars, mais au-delà du référendum, les prochaines législatives. À l'écoute de certains discours, qu'après le référendum, nous risquons d'aller vers une recomposition. Est-ce que vous l'avez aperçu de la même manière? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, Mbaye-Omar. Je pense que ce qui nous préoccupe actuellement, c'est d'avoir vraiment un oui solidement ancré, pour ne pas dire un oui massif, parce que l'enjeu, il dépasse d'ailleurs les 2 mandats ou la question de l'Assemblée nationale. Je l'ai dit, on légiférera pour notre présent, mais également surtout pour notre avenir. Donc la question, elle est différente. Maintenant, ensuite, bon, la question des législatives va se poser. Mais j'espère grandement qu'entre-temps, on ne va pas faire que de la politique, on va également travailler. C'est pour ça que le président n'était pas pour un report, où on mettrait encore du temps à aller en campagne. Il nous a fait perdre du temps 4 ans à ne pas justement se prononcer sur cette question. Pendant ce temps, vous ne pensez pas qu'il n'aurait pas dû le faire plus tôt et nous éviter justement toute cette parenthèse? Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Je pense que le Sénégal fonctionne. Comme je l'ai dit, on parle que de ça? Non. Il faut se rappeler des délais. Il y a eu le travail, je l'ai dit, de la Commission nationale de réforme des institutions, qui a mis du temps à travailler, qui a soumis sa proposition. Entre-temps, il y a eu la réforme de l'acte 3, de la décentralisation. Ensuite, on arrive progressivement, justement, à la question. Parce que ce que le président ne voulait pas également voir se passer, c'est que tout de suite, on se mette à faire de la politique, alors qu'on a trouvé le pays dans une situation extrêmement difficile. Rappelez-vous les propos de l'ancien président Wade, qui prédisait que s'il n'était pas élu, ce serait la catastrophe. Mais il y avait effectivement une situation d'extrême urgence économique et financière. Mais le président n'a pas communiqué là-dessus, parce que ce n'était pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'était de recréer l'espoir. Et si le non triomphe? Je ne le pense pas. Mais voilà. Je ne le pense pas. Je pense que c'est une hypothèse très peu probable. Très peu. Oui, c'est ma grande conviction. Et vous savez pourquoi? Parce que je considère que nos concitoyens ont une maturité politique qui leur permet de se faire la différence entre ce qui constitue des intérêts pour notre pays, pour notre démocratie, et ce qui procède du jeu politicien. Ils savent faire la différence et le distinguo, et je pense que le oui sera largement victorieux le 20 mars. Quand vous écoutez les Sénégalais se prononcer sur cette question, il y a beaucoup. Comme il y a du oui, il y a du non également. Bien sûr. Le rapport, comme dans toute démocratie. Vous êtes favorable? Comme dans toute démocratie, et c'est heureux d'ailleurs, puisque le président, comme je l'ai dit, veut même que l'opposition ait un chef constitutionnellement reconnu. Mais ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, les Sénégalais iront se prononcer sur ce qui va nous permettre de faire avancer notre démocratie. Je rappelle, et peut-être qu'on ne le dit pas souvent, nous sommes quand même un exemple au niveau de l'Afrique et du monde.
ce qui se passe au Sénégal est suivi partout dans le monde et les gens s'en félicitent parce que l'Afrique, malheureusement, souvent affiche triste mine lorsqu'il s'agit de démocratie. Et nous devons en être fiers. Et le 20 mars, ce sera une occasion d'être encore plus fiers de ce que nous aurons accompli. Oui, plus fiers, justement, deux défis. Le défi de la participation, le défi de l'organisation. Pensez-vous qu'aujourd'hui, tout est réuni pour aller vers un référendum apaisé, calme, avec justement une mobilisation des citoyens? En tout cas, c'est mon souhait et c'est l'appel que je lance à tous les acteurs qui feront campagne, j'en suis sûr, dans le calme. Chacun s'exprimera. Du côté de l'organisation, le ministère de l'Intérieur a affiché et donné toutes les garanties. Nous savons organiser des élections quand même dans ce pays. Depuis le temps qu'on en organise, sans contestation majeure. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème particulier. Et j'appelle tous nos concitoyens à aller exercer leur devoir constitutionnel. Parce que ce n'était pas donné à tout le monde d'aller voter il y a quelques années. Et surtout lorsqu'on va voter pour des avancées démocratiques, je le dis encore, pour renforcer l'Assemblée nationale, pour une représentation de la diaspora, pour des droits à l'environnement et à la gestion des ressources, pour voilà, une nouvelle institution qui va impulser le développement local, pour un renforcement des droits des citoyens au niveau de la justice. Donc tout cela, ce sont, à mon avis, voilà, des avancées importantes. Il faudra sanctionner positivement ces avancées en votant massivement oui. Votant massivement oui, c'est son appel, mais justement, quand sera-t-il au soir du 20 mars? Déjà, c'est la campagne qui s'ouvre justement ce dimanche aux uns et aux autres qui sont sur le terrain. Bonne campagne pour que justement la démocratie triomphe et que justement au soir du 20 mars, le Sénégal en sortira grandi, comme ça a toujours été le cas lors des grands rendez-vous démocratiques. Mesdames, Messieurs, c'en est tout. Merci de nous avoir suivis. Honneur aux femmes, justement, elle en était une dans cette émission. Madame le ministre, merci. C'est un plaisir de revenir discuter avec vous, Bayouma. Merci de nous avoir suivis. Gardez l'écoute. Dans une poignée de secondes, Maodo Faye reçoit Khadim Sam. Il a aussi mis en place un mouvement, Khadim, que vous connaissez bien. Oui, qui est un animateur. Qui est aussi un militant. Un communicant traditionnel. Ben oui, militer, c'est le droit de tout citoyen. Ben, c'est un communicateur traditionnel. Il faut que nos concitoyens soient informés dans la langue qu'ils maîtrisent. C'est ça aussi la démocratie. C'est pour ça que j'avais beaucoup salué l'interprétation simultanée à l'Assemblée nationale pour que chacun puisse comprendre. Même le projet a été transcrit dans d'autres langues aussi. Dans d'autres langues et même en wolofal. National, hein, pour que les gens justement comprennent que beaucoup de désinformation n'a rien à voir avec ce qui est dans le texte. Et ça c'est important aussi pour la démocratie. Que les citoyens soient informés dans la langue qu'ils comprennent et qu'ils puissent eux-mêmes s'exprimer dans la langue. Madame le ministre, rapidement une question avant de boucler définitivement. Justement, on a vu que à travers les référendums, il y a eu un consensus. Il y a eu les référendums passés où véritablement il n'y avait pas tout cet engouement. Qu'est-ce qui différencie ce référendum-ci des autres finalement? Parce que le Sénégal est avancé dans sa démocratie. C'est une démocratie très dynamique. Voilà, et nous avons beaucoup de jeunes aussi, la jeunesse, voilà, c'est également signe de dynamisme et c'est des questions aussi importantes qui intéressent les gens, voilà, et ça nous sommes partis pour vivre longtemps comme ça et c'est tout heureux d'ailleurs que notre pays ait ce niveau de dynamisme démocratique qu'on connaît aujourd'hui. Merci, ça en est tout, merci mesdames, messieurs, au revoir, à très bientôt.